chercheurs de l'œil et les radiesthésistes étudient depuis des années l'énergie terrestre, un courant tellurique qui se manifeste principalement autour des pierres levées, ce qui indiquerait que les anciens avaient dans ce domaine des connaissances qui se sont perdues. Si l'on en croit les légendes, les vieilles pierres posséderaient des propriétés extraordinaires. Elles sont habitées par les esprits, se déplacent, guérissent et attirent les orages. Certains pensent que les druides se servaient de ces pierres pour mobiliser l'énergie cosmique. Enfin, de nombreux témoins ont signalé avoir ressenti d'étranges sensations en touchant les mégalithes, notamment des sensations de décharge électrique. De plus, de temps en temps, des événements extraordinaires ramènent à l'ordre du jour la question des énergies terrestres. Le 23 janvier 1974, par exemple, des phénomènes géophysiques encore inexpliqués ébranlèrent la montagne dite Table d'Arthur, située dans le Berwyn Range, au cœur du pays de Galles. Une explosion et une secousse se produisirent autour de la dite montagne dans la soirée. L'explosion s'entendit dans un rayon de 100 km et la secousse fut enregistrée par les sismographes d'Édimbourg. Des témoins signalèrent avoir vu, avant ce phénomène, d'étranges boules de feu. C'est dans le pays de Galles, mais aussi dans tout le pays. Un astronome aperçut dans le ciel d'East Anglia une boule de lumière bleue qui se dirigeait vers l'ouest. Elle disparut au-dessus du pays de Galles. Une boule de feu blanche fut aussi aperçue au-dessus de l'île de Man. Elle allait vers le sud, cette fois encore en direction du pays de Galles. D'autres lumières de couleurs différentes apparurent aussi au-dessus du canal de Bristol. Les habitants du village de Landrio, situé au pied de la table d'Arthur, aperçurent des disques de lumière rouge au-dessus de la montagne, quelques heures avant la secousse. Une météorite s'était-elle écrasée dans les montagnes Berwyn? La police envoya des secours sur place pour soigner éventuellement des blessés. Quant aux hommes de science, lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu, ils ne trouvèrent ni débris ni traces d'une quelconque météorite. Cet événement, qui avait fait le gros titre des journaux, tomba bientôt dans l'oubli et fut classé dans la catégorie des phénomènes que la science ne peut encore expliquer. Toutefois, certains chercheurs ne manquèrent pas de signaler que la table d'Arthur est située près du moelle d'Ushaf, l'un des cercles de pierre les mieux préservés des îles britanniques. Ces pierres, d'autre part, côtoient l'une des failles les plus importantes de la Grande-Bretagne, la faille Bella. Devant ces phénomènes extraordinaires, on ne peut manquer de se poser une question. Les constructeurs des mégalithes avaient-ils découvert des énergies terrestres qui nous sont inconnues et savaient-ils les maîtriser? Dans l'affirmative, cela expliquerait que les physiciens aient détecté des anomalies magnétiques autour du mégalithe de Crickhowell. C'est pour tenter de répondre à ces questions que le projet Dragon fut mis en place en 1977. Jamais encore on n'avait étudié l'énergie des mégalithes d'un point de vue scientifique. Aussi, cela demanda-t-il beaucoup de travail et de mise au point, notamment en ce qui concerne les ultrasons que les chercheurs décidèrent d'utiliser pour commencer les recherches. En effet, quelques années auparavant, un zoologiste avait rapporté au Lay Hunter Magazine qu'un de ses collègues, qui se servait de tout un matériel d'ultrasons pour étudier les chauves-souris, avait enregistré des émissions d'ultrasons venant d'un site que vous définirez comme un point de repère sur le Lay. Le chercheur John Barnett mentionna une anecdote analogue. Alors qu'il inspectait le cromlech d'Arborlow, un inconnu vint à sa rencontre. Cet homme lui raconta que les alouettes qui chantaient au-dessus de leur tête semblaient être attirées par des ultrasons émis par des pierres.
Les responsables du projet Dragon décidèrent donc d'entreprendre des recherches dans ce domaine. Ils rassemblèrent des fonds et consultèrent des experts pour construire un détecteur d'ultrasons. C'est ainsi qu'un matin d'octobre 1978, le docteur Robbins, un chimiste, utilisa cet appareil pour la première fois autour des pierres de Rollright, dans l'Oxfordshire. Malheureusement, le détecteur en resta muet. Il faut préciser toutefois que le zoologiste dont parlait le Leigh Hunter Magazine avait conduit ses expériences à l'aube. Robin décida donc de recommencer, mais cette fois avant l'aube. Et en effet, une demi-heure avant le lever du soleil, l'aiguille de l'instrument se mit à bouger en pulsation de 2 secondes. Quelque chose stimulait le détecteur. Que penser de ces résultats contradictoires? Des volontaires procédèrent à d'autres enregistrements d'émissions d'ultrasons à Rollright, au cercle de Castlereagh, au cromlech d'Averbury, et, dans un moindre degré, autour de pierres sarcènes, semblables à celles qui avaient servi à la construction du cercle extérieur de Stonehenge. Au lieu de contrôle, rien ne se passa, mais c'est à Rollright que s'effectuèrent la plupart des recherches. Parfois, le détecteur restait silencieux. À d'autres moments, l'aiguille se mettait à bouger très visiblement. C'est avant l'aube que l'appareil réagissait, le plus souvent 10 ou 30 minutes avant le lever du soleil selon les cas. Et cela durait pendant 1 heure ou 2. Pendant la journée, l'aiguille restait en général immobile. Quant aux quelques réponses enregistrées pendant la nuit, elles semblent dues au hasard. Il est à remarquer que les équinoxes sont plus productifs que les solstices. Si l'on en croit les résultats des premiers travaux, il semblerait que ces émissions d'ultrasons soient liées aux phases de la Lune ainsi qu'au cycle des taches solaires. L'origine de ces ultrasons, si vraiment ils existent, est un sujet qui passionne les chercheurs. Le docteur Robbins, qui est aussi un expert de ce que l'on pourrait appeler les états d'énergie de la pierre, a avancé une hypothèse curieuse mais très intéressante. Se pourrait-il que l'énergie sous forme de micro-ondes provenant du Soleil excite les électrons dans la structure grillagée des pierres, provoquant une transduction d'énergie, laquelle se manifesterait par une onde de pression, c'est-à-dire un ultrason? En théorie, c'est possible. Malheureusement, les chercheurs du projet Dragon ne disposent pas encore d'un équipement de détention assez sensible pour vérifier cette hypothèse. En 1980 et 1981, 3 autres types de détecteurs d'ultrasons furent remis à l'essai. 2 d'entre eux enregistrèrent, semble-t-il, des signaux. Bien entendu, la précision des résultats de l'expérience dépend de la sensibilité du transducteur ainsi que de la fréquence à laquelle l'appareil est réglé. Il doit donc être calibré correctement. L'hypothèse des émissions ultrasoniques des mégalithes, si elle se vérifiait, expliquerait peut-être leur origine. Se pourrait-il en effet que le but des structures mégalithiques et des alignements soit d'intensifier cet effet ultrasonique naturel? Mais à quoi pouvaient bien servir ces ultrasons? Il nous est bien sûr difficile de répondre à cette question. Rappelons toutefois qu'il a été démontré que les ultrasons pouvaient accélérer la guérison des tissus humains ainsi que la germination des graines. N'est-ce pas là le fondement de la croyance au pouvoir de guérison et de fécondité des pierres? Mais les recherches menées dans le cadre du projet Dragon ne se bornèrent pas aux ultrasons. Les chercheurs travaillèrent aussi beaucoup avec les compteurs Geiger. Tout commença encore une fois par hasard. Kate Critchlow, géomètre passionné d'architecture, se trouvait sur le Multi Ushaf quelques jours après les événements de 1974. Il discutait avec 2 scientifiques qui cherchaient des traces d'un impact météorique lorsqu'il remarqua
que l'aiguille de son compteur Geiger s'affolait, ce qui fut interprété comme une erreur de fonctionnement de l'appareil. Toutefois, quand les membres du projet Dragon entendirent parler de cet incident, ils décidèrent de se servir de compteur Geiger. Ils firent de nombreux essais autour des pierres Rollright dans d'autres sites et dans des dizaines de lieux de contrôle non mégalithiques afin de définir une norme et de préciser à partir de quel moment on s'écartait de cette norme. Des expériences furent conduites dès 1980, mais les résultats ne furent analysés qu'en 1981. Ces conclusions ne manquent pas d'intérêt. Le compteur Geiger enregistra des anomalies à Rollright, au Multi-Chaff et dans d'autres sites mégalithiques situés près de la Boyne et des montagnes Lochroy en Irlande. Rien dans l'ensemble de très anormal à Rollright. À noter toutefois qu'à certains moments, l'aiguille s'est affolée pour des raisons qui restent obscures. Par exemple, un jour d'août 1981, un des points chauds situé à l'extérieur du cercle de Rollright provoqua plus de réactions par minute que lorsque le compteur Geiger est placé à moins de 1 mètre d'un isotope radioactif. Il est intéressant de noter que ces réactions exceptionnelles n'eurent lieu qu'autour ou près des mégalithes. Aucune anomalie ne fut enregistrée sur les lieux de contrôle. Or, lorsqu'on sait qu'il existe de l'uranium au-dessous des sites sacrés indiens d'Amérique du Nord ainsi que sous les lieux sacrés des aborigènes d'Australie, on peut se demander si cela ne serait pas aussi le cas en Grande-Bretagne.